voilà revenus avec toute la petite équipe dans le studio Coluche, dans une ambiance feutrée comme à l'habitude, mais la tête encore dans les étoiles après cette soirée si riche en émotions, emplie de tous vos témoignages intenses, de vos messages si généreux, de ces sourires, de ces paroles échangées avec celles et ceux qui étaient présents hier à l'occasion de cette soirée anniversaire. Alors difficile de résumer 10 ans d'émission, 10 ans d'échanges, de confidences en une seule soirée. Asiba, Quentin et Justin m'ont dit que vous aviez été très nombreux à appeler le 3921 pour nous souhaiter un excellent anniversaire et je vous en remercie. Nous avons reçu une avalanche de courriels et de SMS que je n'ai malheureusement pas pu lire car j'étais un peu débordée hier pour tout vous dire. En plus, c'est vrai que j'avais pas mon écran habituel et les SMS étaient écrits en tout petits caractères. Alors, je vous prie de m'excuser et c'est vrai que nous n'avons même pas pu passer tous les témoignages au 3921. Alors pour me rattraper, si vous le souhaitez ce soir, si vous avez envie de nous confier ce que vous n'avez pas pu nous dire hier, vous pouvez appeler le 3921. Après tout, c'était une soirée pour fêter les 10 ans. On peut encore consacrer un petit peu de rab ce soir encore. C'est une fois tous les 10 ans. Donc ce soir, vous serez accueillis par Justin et Asiba. Et bien sûr, bien entendu, si vous souhaitez évoquer un problème particulier, vous pouvez évidemment appeler le 3921 comme tous les soirs. Je serai à votre écoute. Vous pouvez nous envoyer vos messages au 7 21 21 en le commençant par le mot nuit. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr. C'est Philippe Chartier qui réalise cette émission comme tous les soirs. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Allez, justement, je vais commencer par vos courriels parce que j'en ai pris connaissance là en arrivant. Alors je disais, j'ai eu l'immense plaisir d'enfin mettre des visages sur des voix ou sur qui m'étaient familières, sur des pseudos, sur des mots, sur des textos, et il y a Sylvia qui m'écrit juste ces quelques mots pour vous remercier, vous et toute votre équipe, pour le merveilleux moment que nous avons partagé la nuit dernière. Ravi d'avoir connu de visu Fifi, Quentin, Asiba et tous les autres. Sylvia, donc il y a aussi Jean-Pierre de Marseille qui était présent et il dit merci pour cette émission collector. Il dit ce qui fait une de vos forces, c'est votre foi et pas seulement la vocation. Et il cite le grand Jacques qui disait la foi est plus belle que Dieu, c'est tout dire. Justement, on a un message de Nathalie qui dit je ne connaissais pas votre émission et c'est mon grand ami Jean-Pierre de Marseille qui était parmi vous hier soir qui me l'a fait connaître. Alors merci beaucoup à Jean-Pierre. Il y a Géraldine également qui était présente et qui dit un grand merci à toute l'équipe de la Libre Antenne pour son chaleureux accueil d'hier soir, d'authentiques rencontres, des moments pleins d'émotions et au final une nuit presque blanche pour de vrai cette fois-ci. Oui, Géraldine est partie parmi les dernières à... Je crois il était pas loin de 4 heures du matin et Géraldine se levait à 6 heures. Donc la nuit, le réveil a dû être difficile. Jeanne m'écrit, c'est un moment de radio exceptionnel que vous nous avez offert hier soir. Tout a été dit par la grande famille des fidèles auditeurs qui vous attendent chaque soir et j'en suis. Et puis elle dit, je vous adresse mes vifs et amicaux encouragements à poursuivre ces échanges qui guident, rassurent et apaisent ceux qui sont à un moment particulier de leur vie à la recherche d'une petite lueur d'espérance. Également Grégory qui était présent, qui dit j'ai du mal encore à me remettre de mes émotions. Ce fut un moment absolument fantastique qui va sans doute renforcer un peu plus encore ma belle addiction à votre émission. Et puis Gabriel dit quelle jolie soirée hier. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir une autre famille, une que j'ai choisie, celle de la nuit dont vous êtes la fée. J'espère que vous êtes partis
tête pleine de tous ces petits bonheurs que vous nous avez laissés et qu'ils vous ont accompagné dans de doux rêves. Elle dit, j'ai beaucoup aimé le lapsus que vous avez fait chez Marc-Olivier Fogiel et surtout la réaction que vous avez eue. Ça y est, vous commencez à penser un peu à vous avant les autres. Tout n'est donc pas perdu pour nous qui prenons soin des autres dans notre vie personnelle et professionnelle. Moi, je continue à essayer de réparer la communication chez les autres après avoir compris que je m'étais engagée en orthophonie pour réparer dans ma famille. Maintenant, je me demande vraiment si je n'aimerais pas reprendre des études de psycho, me dit Gabriel, et devinez qui m'a ouverte à cela. Bianca dit, très bel anniversaire, votre émission est un rendez-vous important de ma fin de journée, une façon de réfléchir à ma vie en écoutant les autres parler de la leur, tellement de justesse et de profondeur dans leurs histoires, ainsi que dans les commentaires des auditeurs qui interviennent. Perle de Rosée qui disait, c'était hier soir, donc toute la famille de la nuit est à vos côtés. Chère Caroline, élève une coupe de champagne à l'occasion de ce pétillant 10e anniversaire. Que d'émotions, de moments douloureux, tendres, forts, partagés. Merci à vous et à toutes ces étoiles filantes qui ont éclairé nos nuits blanches. Farida aussi, elle dit, cette émission est la nôtre et je ne me vois pas du tout aller au lit sans ma radio et sans Europe. Farida qui nous écoute d'Alger où il fait actuellement 29 degrés. Lisa, elle dit je vous écoute depuis le début et elle dit, je n'ai jamais appelé mais j'ai parfois pensé mes blessures à travers les mots échangés avec les auditeurs. Un point de contact avec les autres, un plus dans ce monde de solitude. Orchidée qui dit, j'ai le plaisir d'être en votre compagnie de nombreux soirs et ce depuis plusieurs années. Manix qui dit, je suis un auditeur assidu et je tiens de tout cœur à vous souhaiter un joyeux anniversaire. Cécile qui dit, j'écoute votre émission depuis 2 semaines environ tous les soirs, c'est un véritable coup de cœur. J'aurais eu besoin de l'écouter à des moments difficiles et pourquoi pas de vous appeler. Je regrette de ne pas avoir connu son existence plus tôt. En tout cas, je vais vous suivre à partir de maintenant. Bon anniversaire. Et puis, un clin d'œil aussi très amical à Dani. Elle dit, je suis toujours étonnée par l'intelligence des auditeurs qui appellent. Cette émission me fait vivre toutes les nuits. Annabelle Lee qui dit, un très bon anniversaire à vous Caroline, à toute la famille de la nuit que vous rassemblez autour de nous. Je fais partie des naufragés de la nuit. Ça m'a réconcilié avec tous les possibles que la vie peut offrir. Alors un énorme merci et aux 10 prochaines années au moins. Daniel dit... l'émission d'hier soir a résumé 10 ans d'écoute, de patience et d'aide. Et merci pour tout. Également Saad qui dit, l'émission d'hier soir n'a fait confirmer le bien que cette émission apporte. Saad qui est un fidèle auditeur du Maroc. Et également Lina qui dit, cette émission m'a appris à me remettre en cause, à analyser les situations. On apprend beaucoup des témoignages des autres. Lina qui est une fidèle auditrice d'Alger. Marie-Christine aussi qui a beaucoup aimé l'interview de Marc-Olivier Fogiel parce qu'elle dit, il a été très fin dans son analyse et finalement il a pu arriver à vous faire parler de vous. C'est vrai qu'il a été surtout très délicat et très prévenant. Mathieu également, qui est parmi les premiers auditeurs d'il y a 10 ans. Romy qui souhaite également un très bon anniversaire. Florence qui dit, je suis chauffeur routier, je ne peux malheureusement pas réagir ou témoigner parce que je roule la nuit et donc et je ne peux pas en plus la capter partout. Mais j'ai investi dans un téléphone plus moderne afin de télécharger l'émission. Michel qui me dit, c'est vrai que vous ne les faites pas ces 10 ans, je vous écoute depuis le début, merci pour votre présence. Surtout dans les périodes difficiles, vos réponses sont un accompagnement entre mes rendez-vous chez ma psy, une confirmation à se trouver et à être juste. Harmonie qui dit, je vous ai entendu ce matin chez Marc-Olivier Fogiel et elle dit, c'est rare de vous entendre parler de vous. Et Harmonie qui était à l'écoute hier soir. Eric qui dit, je suis un fidèle auditeur d'Europe 1 depuis plus de 30 ans et ça fait 10 ans que je vous écoute régulièrement et encore plus depuis que je suis
suis à la retraite. Que du bonheur, des joies, des peines, tant de moments intimes que l'on partage avec vous. Votre présence, les auditeurs, autant de moments toujours là pour réchauffer et égayer nos nuits. Eliane qui dit bon anniversaire à votre émission. Kosela qui est en Algérie, qui souhaite aussi un bon anniversaire. Le ch'ti corse qui dit je peux pas écouter moi la nuit, mais je vous écoute en revanche tous les matins en podcast dès que je commence à travailler et ça m'apporte beaucoup de réconfort. Josie qui dit bon anniversaire pour les 10 ans de cette émission et bravo à votre équipe qui est une équipe formidable. Il y a également Leïla qui dit moi je voulais saluer tous les fidèles auditeurs et en particulier Georges le subversif, Prune, ils sont géniaux. Il y a également Pierre-Yves qui dit « Toutes ces voix que j'entends la nuit, tous ces témoignages me permettent de mieux comprendre la vie. Joyeux anniversaire, je vous souhaite autant de nuits au micro d'Europe 1, Pierre-Yves de Bretagne. » Et puis également des messages qui arrivent par SMS qui me disent alors Sergio qui a écouté le bêtisier, ça le faisait beaucoup rire. Il me disait ça vous êtes les patrons doivent vous adorer parce que un week-end par mois ils en rêvent. C'est sûr que j'ai un problème avec le calcul. Vous avez dû entendre ça hier. Et puis il y a également ça y est, j'ai un problème avec mon écran. Il y a également Petite Plume qui me dit attendez, il faut que je retrouve qui me dit je ne savais pas que on pouvait assister à votre émission hier. Ah, vous n'étiez pas à l'écoute peut-être le soir où je l'ai annoncé. J'avais un autre message. Écoutez, j'ai un petit souci avec mon écran, j'arrive pas à retrouver. Bon, je vais les lire un petit peu plus tard. Je crois que ça va être l'heure de la Ode de Noël. Fifi va venir me régler ça et puis je vais retrouver vos messages. Allez, c'est l'heure du Père Noël. Il va vous amener quelques petits cadeaux. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Oui, justement, Brigitte également était là hier soir. Brigitte qui intervient régulièrement dans cette émission par SMS. Elle dit bravo pour cette fête des 10 ans. Ravie de vous avoir rencontré, ainsi que Philippe Chartier et toute votre équipe. Ravie de l'atmosphère simple et amicale. Et puis Cathy était là aussi, accompagnée de Persane qui est sa délicieuse chienne, qui a été vraiment adorable. Elle s'est merveilleusement bien comportée. Cathy nous avait appelé un soir parce qu'elle était Cathy est non-voyante et on avait parlé de séduction et notamment de cette difficulté puisqu'on évoquait quand on est voyant la séduction qui passe beaucoup par le regard. Alors Cathy nous avait appelé ce soir-là un peu en colère. Elle disait alors comment on fait nous et ça a été un plaisir de vous rencontrer et Cathy elle est rentrée à pied hier. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi elle a pas dû pouvoir trouver de taxi. Bon, en tout cas, je suis heureuse de savoir que vous êtes bien rentrée, mais j'espère que vous n'habitiez pas trop loin. Et puis Angie me dit fidèle à vous depuis longtemps. Merci pour cette belle émission d'anniversaire. Annie me dit j'ai perdu mon mari il y a 9 ans. J'avais beaucoup de mal à m'endormir. J'ai mis la radio et depuis, je vous écoute tous les soirs. Alors, très bel anniversaire. On va accueillir tout de suite Marie-Thérèse qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Quel plaisir. Quelle belle soirée hier, vraiment hier. Hein. Vraiment. Alors joyeux anniversaire encore si vous le permettez aujourd'hui. Bah, bien sûr, on peut encore souhaiter. Toute l'équipe, surtout aussi les personnes qui nous accueillent au standard, qui sont sensationnelles et bien sûr sans oublier Fifi. Ah mais ça, il est Fifi. Alors non, si vous l'oubliez, on ne peut pas l'oublier. Ça c'est mon double, Fifi. C'est vraiment sans lui, qu'est-ce que je serais. Donc. Ah mais écoutez, Caroline, je vais vous dire. Donc je vous écoute depuis 10 ans. Je ne sais pas si c'était le premier jour, mais depuis 10 ans, j'ai le bonheur de retrouver ce rendez-vous quotidien qui me permet vraiment de finir mieux ma journée et de préparer la suivante.
Vous êtes d'autant plus adorable, Marie-Thérèse, enfin, je vous remercie de votre gentillesse, parce que quand je disais qu'hier, c'est vrai que c'est passé extrêmement vite, ces 2 heures, et vous aviez appelé pour témoigner. C'était prévu que vous témoigniez dans cette émission, et vous avez été très longtemps en attente au standard, et malheureusement, on n'a pas pu vous entendre. Donc, je suis touchée que vous le preniez avec cette gentillesse-là, et que vous me preniez pas mal de ne pas avoir pu témoigner hier, voilà, et que je suis ravie de pouvoir vous entendre aujourd'hui. Écoutez, Caroline, vous savez, le plaisir de vous entendre et le plaisir d'être avec vous, je dirais déjà par la voix des ondes, c'est déjà formidable. Et puis vous avez une tellement belle soirée que je vais vous dire, je l'ai vraiment vécu avec vous, hein. Je me suis sentie vraiment avec vous. Mais vous savez, cette soirée, c'était en fait, quand je disais on veut faire la fête ensemble. Moi, je le dis souvent, cette émission sans vous, elle n'existerait pas. Hein. C'est vous qui faites vivre cette émission. C'est vrai que tous les témoignages qui se font, je vais vous dire, Caroline, sincèrement, vous m'aidez à aider. Oui, mais parce que vous aidez les autres dans votre métier, et aujourd'hui, bon, vous êtes à la retraite, mais vous continuez à être dans la relation d'aide. Et auparavant, on s'est parlé à plusieurs reprises. Vous travaillez en maison de retraite et vous êtes intervenu à l'antenne, et vous avez aussi aidé beaucoup d'auditeurs, notamment lorsqu'on évoquait les problèmes liés à la maladie d'Alzheimer. Et donc, vous avez aussi, vous, à travers vos témoignages, beaucoup soutenu des personnes confrontées à la maladie d'un de leurs proches. C'est vrai, mais je crois que j'ai pu le faire d'une autre manière. Je crois que je le fais d'une autre manière depuis que nous avons, j'ai envie de dire, que nous avons ce partage quotidien. Mais c'est ce qui est. Vous savez, hier, dans les échanges aussi que j'ai pu avoir avec toutes celles et ceux qui étaient là et qui ont pu me parler, c'est ce qui revenait aussi souvent, c'est ce partage d'expériences et de vécu. C'est vrai. Aussi, qui est important, hein. C'est parce que ça, quand on ne va pas bien, forcément on se sent seul, et de pouvoir aussi échanger avec d'autres qui ont connu une situation à peu près similaire. Je dis bien à peu près parce qu'il n'y a aucune situation identique, parce que déjà il n'y a pas un être humain identique à l'autre, mais ça permet c'est très réconfortant. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard s'il y a des échanges qui parfois se poursuivent hors antenne. Tout à fait. Et c'est arrivé à plusieurs reprises que j'ai eu des contacts hors antenne, des appels téléphoniques avec des personnes avec qui j'ai échangé pendant plusieurs mois, vous voyez. Oui, mais ça ne me surprend pas. Et là, comme hier, on vous demandait quelquefois comment vous en 2 mots, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais, Caroline, confiance. On a tellement confiance que on ose prendre le téléphone et décrocher. Et j'ai envie de dire aux personnes qui l'ont pas encore fait, ayez confiance, décrochez le téléphone. Merci Marie-Thérèse. Merci, c'est un joli mot. C'est vous êtes une lumière dans la nuit. C'est un beau mot, la confiance. Ouais, c'est vrai qu'il faut du temps pour avoir confiance, et je crois qu'après tout, au bout de, c'est ce que je disais en début, c'est-à-dire que au départ, c'était pas gagné, hein, quand je parlais de cette première nuit où moi qui suis fâchée avec les chiffres, vous avez pu l'entendre dans le bêtisier, je me souviens très bien qu'on avait eu 5 appels, hein. Oui. Et je me disais, c'est vrai qu'on se regardait, on était un peu vert, et je me disais, bon, écoutez, avec pas mal de disques, en faisant un peu durer les témoignages, 5 appels, on devrait pouvoir s'en sortir, hein. Heureusement, au fil du temps, on a aujourd'hui un peu plus de 5 appels au standard. Mais Justin me dit oui, heureusement. Ah oui, je pense que quelquefois pour vous joindre, c'est pas toujours évident, hein, c'est vrai. Oh, ça dépend des soirs. Ça dépend des soirs. Parce que vous savez, il y a encore plus de personnes qui écoutent que de personnes qui appellent. Donc, c'est important les mots que vous dites aussi, Marie-Thérèse, parce que c'est encore compliqué d'appeler, hein.
Tout à fait. Et c'est pour ça que j'insiste sur le mot confiance. Parce que depuis que j'ai pu, en dehors des témoignages par rapport à la maladie d'Alzheimer que vous évoquiez tout à l'heure, j'ai eu l'occasion, tout au début, de pouvoir évoquer mon problème quand j'étais enfant avec 2 parents handicapés et que j'avais perdu mon identité, que j'étais devenue le bâton de vieillesse. Oui. Et à partir du moment où j'ai pu vous le dire, j'ai commencé à faire un chemin. Il me reste encore à faire, mais j'ai pu me réconcilier un peu avec moi-même et retrouver un peu une identité. Oui, et ce qui est fou, c'est que dans votre histoire, vous aviez des parents qui avaient un handicap. Oui. Et donc, ça avait fortement pesé sur votre enfance. Et après, vous étiez, comme vous dites, leur bâton de vieillesse. Et dans votre parcours professionnel, vous vous êtes retrouvé à travailler au sein de maisons de retraite. Oui, tout à fait. Oui. Et j'ai pu avoir la chance d'avoir des personnes autour de moi qui vraiment m'ont aidé et m'aident encore à avancer et à poursuivre, si vous voulez, à travailler, à rechercher. J'ai refait des formations depuis le début de ma retraite et à nouveau, je reforme des personnels bénévolement pour l'approche de ces personnes parce que la prise en charge dans les écoles n'est pas suffisante pour psychologiquement aider le personnel soignant à prendre en charge les personnes qui sont atteintes de ce type de maladie. Mais vraiment, je vous en dois une énorme partie, je dis vraiment. Et puis en toute confiance, moi, quand je partage avec vous, c'est vraiment la joie, la paix, le bonheur, la confiance, enfin, bien quoi. Finir la soirée avec vous, c'est vraiment le bonheur. Bah écoutez, moi c'est toujours un plaisir. C'est vrai que vous êtes une voix très familière pour moi. J'allais dire une présence parce que c'est ce que je disais dans cette interview. C'est avec Marc-Olivier Fogiel. On n'est pas dans le virtuel. Hein, il y a des échanges profonds et constructifs. C'est donc et vous faites partie de ces présences familières pour moi. C'est voilà. Donc c'est au plaisir de vous entendre prochainement à l'antenne, Marie-Thérèse. Caroline, merci 1000 fois et puis bonne fin de soirée pour ce soir et au plaisir de vous entendre. Merci beaucoup Marie-Thérèse. Au revoir. Au revoir. Alors quelques messages encore qui arrivent pour nous par mail. Florence qui nous dit je suis une fidèle auditrice, vous m'avez énormément aidée depuis ces 10 dernières années. Je vous ai écrit et appelé quand j'ai eu des périodes difficiles et aussi quand j'allais mieux. Je suis arrivée à tenir le coup grâce à vous, mais aussi grâce aux auditeurs que je salue. Je vous transmets toutes mes amitiés, que votre émission dure très longtemps. Florence qui nous offre un grand cœur pour Noël. Et puis le Trublion qui dit « Momoun est très jaloux. Hier soir, il vous a vu faire une bise à Pierre Courade à la fin de l'émission. Du coup, il m'a fait la tête toute la nuit. » Ouais, Momoun, il a bon dos, hein, le Trublion, je pense. Et puis Lily qui dit « Ce soir, j'avais prévu de me coucher tôt, mais je ne peux pas m'empêcher de vous écouter. J'en ai tellement peu l'occasion ces temps-ci. » Nous dit Lily. Pierrot dit « Moi, je suis avec vous depuis 10 jours, donc je vous fêterai les 20 ans, dit Pierrot. » Eh bien, d'accord. Il y a également First Lisa qui était avec nous hier soir et qui dit « Je tenais à vous remercier, ainsi que les membres de votre équipe, Fifi, Quentin, Justin, Asiba, qui nous ont très bien accueillis. Ce fut de beaux moments d'échange. Je suis encore imprégnée de la chaleur humaine de cette belle soirée que je vais garder précieusement. Mais ça a été précieux aussi pour nous de
vous rencontrer. Et puis il y a également Claire qui était là hier soir et qui voulait dire qu'elle avait passé une très belle nuit avec nous. Elle dit c'est une soirée très fraternelle et les échanges avec les autres auditeurs étaient enrichissants. Et elle dit les fils invisibles des ondes ont désormais des visages et des sourires fraternels. Et elle dit j'ai pu dormir. La nuit était bien blanche et même en rentrant je n'ai pu dormir tant je repensais à tous ces échanges merveilleux partagés. Alors un grand merci à vous tous, un grand merci à toute l'équipe et à tous les auditeurs que je salue bien amicalement. Secret, Seal. Sergio me dit mais qu'avez-vous donc fait à Pierre Courade hier puisqu'il a zappé le flash de 2 heures, le petit coquin. Sergio, je crois pas. Non, je crois pas. Bon, il y a et puis il y a également Cathy qui me dit oui, je suis rentrée à pied hier, mais juste par plaisir. Et elle dit, Cathy, un grand plaisir à vous, les auditeurs et toute l'équipe. Et Cathy qui me dit, j'avoue un faible pour Justin. Ah oui, et Cathy, je comprends parce que franchement, il est très beau, Justin. Hein, et je pense que les auditrices qui étaient présentes hier, je vous comprends, vous avez très très bon goût. Il est très beau. Et oui, il est en face de moi. Moi, quand il est là, c'est vrai qu'il est très très craquant, ce jeune homme. Il est très jeune en même temps, mais il est craquant. Alors Marie qui me dit, je suis une fidèle auditrice de l'ombre et au fil des ans, vos propos m'ont enrichi et humanisé. Ils m'ont aidé à dénouer quelques écheveaux de ma vie, à mettre des mots sur l'indicible, à me rendre plus disponible pour les autres. Alors, bon anniversaire, longue vie à votre libre antenne, me dit Mariquet. Et puis, nous accueillons maintenant Marie. Bonsoir Marie. Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Marie. Oui. Voilà, donc j'appelle, je suis un peu émue aussi. Non, ça va bien se passer. Parce qu'en fait, j'ai un gros souci en fait avec mon fils. J'ai une grosse crise d'adolescence là, qui est du mal à passer. Il a quel âge votre fils ? Il a 15 ans. 15 ans, oui. Et donc en fait, j'ai demandé de l'aide en fait auprès d'un éducateur. Donc à un moment donné, il était suivi par un éducateur. Mais c'était pas très très régulier, c'était à sa demande. Et par la suite, j'ai été vers une assistante sociale pour expliquer un petit peu parce que j'étais dépassée par ce qui se passait, parce qu'il avait des crises de violence en fait. Qui se manifestait comment ? En fait, cet été, on est rentré de vacances après une idylle qu'il a eue. C'était sa première, je pense. Oui. Et il est rentré, on lui a parlé en lui disant qu'il fallait qu'il mange, qu'il fallait pas qu'il se laisse aller parce qu'on voyait qu'il y avait un problème quand même, parce que j'étais avec une amie. Et à ce moment-là, il s'est mis en colère, il a cassé une porte, en mettant des coups de poing dans la porte. Il a projeté une assiette contre un mur. Enfin bon, il y a eu des excès de violence, quoi. Pas sur moi, mais sur le matériel. C'est ça, il s'en est pris à des objets. À des... Oui. Et puis par la suite, là... mais il était dans une rupture sentimentale. Oui, parce qu'on partait du lieu de vacances et que il fallait bien qu'on rentre, quoi. Oui. Donc cette rupture, elle s'est fait... Cette séparation était très difficile pour lui. Voilà, tout à fait. Puis bon, là maintenant, par la suite, il y a des moments où ça va, mais il y a des moments où c'est incompréhensible. Il va pas aller en cours, alors qu'il aura des bons résultats par ailleurs. Il est dans les 10 premiers de sa classe. Il est pas, enfin, je veux dire, c'est pas comme s'il ne travaillait pas. On dirait qu'il a des angoisses au fond de lui et qu'il n'arrive pas à exprimer. Du coup, moi, j'arrive pas à l'amener non plus, même à se faire suivre, quoi, parce que il admet pas, il le comprend pas, et il n'arrive pas non plus à le gérer. Et moi, je peux pas le gérer à sa place. Donc du coup, on est dans moi je me sens dans une impasse. Du coup, maintenant l'aide que j'ai demandée auprès de l'assistante sociale, ça m'a conduit à on passe devant un juge. Mais pour quelle raison ? C'est ce que je comprends pas, c'est que
Je suis allée demander de l'aide parce que j'y arrivais pas. Et en fait, je me retrouve maintenant avec une convocation. Ça va vers le procureur de la République qui fait redescendre et on va être convoqué par un juge. Un juge pour enfants? Oui, j'imagine, parce que j'ai pas toutes les... Ils demandaient séparation au départ. Qui demandait une séparation? Les assistantes sociales demandaient une séparation. Et nous, on n'était pas d'accord avec mon fils, parce qu'on n'en est pas là, on voulait de l'aide. Et du coup, on nous amène, oui, ça paraît très excessif, tout ça. Oui, c'est excessif. Du coup, ça met encore plus de problèmes parce que déjà, l'adolescence n'est pas facile. Du coup, mon fils, il pense que s'il a le procureur de la République derrière, il comprend pas. Il dit, alors j'ai dû faire des tas de conneries. Il en a fait aucune. Enfin, aucune dans le sens où il n'a pas été faire des choses, de brûler des voitures, ou je sais pas, ou de voler. Il n'a rien fait de tout ça. Mais c'est ça, c'est-à-dire que vous parlez de violence, mais bon, il y a eu un moment de réaction. Effectivement, par rapport, il y a eu quelque chose là, on excès une montée en puissance. Par rapport à la séparation, mais il n'y a pas mise en danger d'autrui, mise en danger de sa vie. Enfin, mais oui, mais l'assistante sociale, le problème, c'est vrai que l'assistante sociale face à cette situation, elle fait un signalement. Hein. C'est le risque, c'est la procédure. Alors que malheureusement vous seriez passé, vous auriez été consulté un pédopsychiatre, voyez, en libéral, voir quelqu'un, il y aurait eu un suivi. Cela dit, Marie, le juge pour enfants, bien sûr que tout ça c'est forcément angoissant pour vous. Vous vous dites oh là là, la justice. Le juge pour enfants, il peut y avoir l'aspect répressif quand il y a des actes problématiques, mais le juge pour enfants, c'est la protection aussi des enfants. Donc le juge pour enfants peut être là, entendre, mettre certaines limites, et ce qui peut être mis en place, par exemple, ça peut être un éducateur, une mesure d'action éducative, donc ce qu'on appelle en milieu ouvert. Vous voyez, ça peut être un référent, un tiers. C'est-à-dire que si, par exemple, votre fils n'est pas prêt à avoir une aide psychologique, peut-être qu'il peut avoir une aide éducative. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que l'assistante sociale, elle parle de séparation, mais le juge pour enfants, qui lui est habitué à voir des cas, entre guillemets, des situations beaucoup plus difficiles, très problématiques même, je dirais, quand il va vous entendre, vous et votre fils, va voir que ça ne nécessite pas un dispositif forcément très forcément de mise à distance, de mise à l'écart. Il peut y avoir simplement un tiers. Parce que vous l'élevez seul ? Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc peut-être qu'effectivement là, il y a quelque chose qui, au moment de l'adolescence, d'ailleurs dans cette séparation avec cette jeune fille, il y a une problématique autour de la séparation avec cette jeune fille. Il a aussi quelque chose autour de vous, où il est à un âge où c'est parfois compliqué d'élever, c'est toujours compliqué d'ailleurs d'élever seul son enfant, et notamment quand on est une femme qui élève seule son fils, et au moment de l'adolescence, parce que quand le jeune homme comme ça est dans cette proximité, à la fois il est très proche de vous, il vous aime, et puis en même temps à cet âge-là être trop proche de sa mère, c'est compliqué, parce que il faut bien, pour qu'il devienne un homme, qu'il s'éloigne aussi un peu de vous. Et quand on est très proche, s'éloigner, ça se fait parfois un peu dans la douleur et parfois un peu dans la violence. Alors dans la violence, dans l'agressivité, on va dire. Oui, c'est ce que j'ai vu dans les livres. Là, j'ai pris plein de livres sur justement l'adolescence, pour même si moi j'y suis passée, je peux pas me fier à mon expérience. Et il fallait que je lise des choses. Donc effectivement, j'ai vu séparation avec la mère, c'était forcément, ça passait par l'agressivité quasiment. Enfin, ça, c'est les livres qui ressortaient ce genre
de choses comme ce que j'arrive pas trop à comprendre et qui nous dépasse, parce que bon, après il a un contact avec son père, hein, il est constamment avec lui en vacances, il n'y a pas de rupture de lien avec son père. D'accord, oui, il est présent. J'ai toujours fait en sorte qu'il soit maintenu, et bien au contraire, il est solide, ce lien. Donc seulement il a été élevé, c'est vrai, que d'un côté avec un parent, et puis il a toujours eu ses deux parents mais séparés. C'est comme il dit, c'est comme si j'étais née avec mes deux parents séparés, quoi. C'est-à-dire que vous vous êtes séparés dès... Non, très tôt, vers 2 ans, quoi. Ils étaient quand même assez petits, quoi. Oui, oui. Donc, si vous voulez, ça fait 13 ans, quoi, quasiment, que je l'élève après toute seule, quoi. Et son père, il le voit à quel rythme? À chaque fois qu'il y a des vacances, en fait. D'accord, donc il y a des vacances, voilà. Et quel lien a-t-il avec lui? Il est très bien, il est très content d'aller vers son père, mais du coup, moi, je sais pas, il fait un rejet avec moi, quoi. Actuellement. Voilà, c'est ça, un rejet. Qu'il exprime comment? Qu'est-ce qu'il que vous dit-il? Par exemple, ce soir là, je lui avais mis une sanction en lui disant tu sors pas ce soir. Bon, il a voulu quand même sortir. Je lui ai dit non, tu sors pas. Il est passé par la fenêtre. Et il est sorti quand même. Et je lui ai dit, j'étais pas d'accord parce qu'en fait, il n'était pas allé à son cours, en fait. Oui. Et c'est ça qui m'a amené à lui mettre une sanction. Donc, oui, vous avez bien fait, oui, bien sûr. Oui, t'as justifié. Mais il est passé par la fenêtre quand même. Donc, il est sorti ce soir. Il a et il n'est pas rentré là. Si, il est rentré. Si, il est rentré, mais il a quand même... Oui, mais enfin, il a désobéi. Voilà, tout à fait. Et c'est ça qui me met dans une espèce de position où j'ai l'impression de plus avoir d'autorité quelque part. Oui, il met en échec votre autorité. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au fond, vous lui dites non et il passe outre. Oui. Et si vous le sanctionnez, il passe outre, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, quand le fait que, comme vous dites, il passe par la fenêtre, donc au fond, il ne tient pas compte de l'interdit que vous lui posez. Si vous par exemple, il a une sortie, vous le dites, là, ça ne se fera pas. Est-ce que il n'en tiendra pas compte? Il y a des moments, il en tiendra compte, mais là, par rapport à ce que je lui ai dit ce soir, c'était parce que là, vous devriez pouvoir lui dire, écoute, là, je t'avais demandé de ne pas sortir, tu es sorti sans mon autorisation, donc qu'il y ait une sanction par rapport à ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, il faut qu'il y en ait une parce que là, à proportion de, voyez, je ne sais pas, c'est-à-dire pas le privé, je ne sais pas s'il a l'anniversaire d'un ami, quelque chose comme ça, pas quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, pas quelque chose, mais peut-être, je sais pas, qui est quand même, on sort pas comme ça alors que vous lui aviez interdit de sortir. Ben oui, parce que il faut que vous repreniez une autorité là. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça parce que c'est là où peut-être, au fond, vous allez voir, mais l'aide d'un éducateur pendant quelque temps peut vous aider. Et c'est ce qu'il avait, à une période, il l'avait, mais ils n'ont pas trouvé ça suffisant. Bah oui, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé ça suffisant. Mais il l'avait à quel moment dans le cadre d'une AEMO, d'une action éducative? De quelle façon? Dans une association, c'était l'AZ, c'était une association. En fait. Mais il avait quel âge à ce moment-là? Là, c'était l'année dernière. C'est l'année dernière, mais c'était à ma demande. Donc en fait, après lui, c'était à sa demande. C'est-à-dire que quand mais en revanche, je trouve que l'assistante sociale, elle a quand même, elle aurait pu vous demander votre avis. Je trouve qu'elle a été bon. Moi, c'est pour ça que du coup, les rendez-vous qu'on a eus, il y a des moments, il y a eu des rendez-vous avec moi où moi je parlais en toute confiance. Et après, il y a eu des rendez-vous avec mon fils. Mon fils, il n'a pas voulu y aller. Oui, mais je comprends, parce qu'elle a cassé cette confiance. C'est-à-dire que vous y allez alors que vous avez une demande d'aide. Ouais. Vous allez demander de l'aide, vous, et puis finalement, elle a fait un signalement sans vous en informer? Ah, mais oui, ça, c'est ce qui... Oui, non, ça, c'est ce qui ne va pas, parce que elle aurait dû vous en informer. Vous n'allez pas, c'est-à-dire un signalement, quand on est il y a des cas de force majeure, c'est-à-dire quand on est dans des suspicions de maltraitance physique, abus sexuel, là on est tenu.
qu'on soit évidemment un professionnel ou un simple citoyen. Là, il n'y a pas à informer, on est tenu de le faire. Bien sûr. Mais là, vous êtes dans une demande d'aide. Oui. Vous allez l'informer, vous faites une demande d'aide et elle fait un signalement dans votre dos. Ça va pas du tout. Tout à fait. Et en fait, quand j'y suis allée, j'ai demandé à ce qu'il y ait un ami qui vienne avec moi, qui connaît mon fils depuis tout petit et qu'on se connaît très très bien depuis 20 ans. Ils ont refusé que cet ami soit avec moi. Et elles m'ont entretenue à 2. Et après, elles ont demandé à Louis d'y aller. C'est-à-dire qu'elles auraient pu vous dire à ce moment-là, il y a cette possibilité de dire, bon, bien, on peut en parler, il peut y avoir avec le juge des enfants une possibilité d'une AEMO, et c'est pas perçu comme quelque chose de mis en place contre, mais au contraire pour vous aider, parce que en plus ça c'est quelque chose qui peut très très bien marcher. Si vous voulez, le juge pour enfants, il est là pour la protection, et protection, pas quand on dit protection, c'est pas pour protéger votre fils de vous, parce qu'il n'a pas à être protégé de vous, mais c'est pour vous aussi vous aider finalement, vous aider ensemble. Vous voyez, c'est compliqué d'élever un adolescent, surtout quand on est une femme seule, même si bon, il a son père, mais dans les faits, dans le quotidien, c'est vous qui l'élevez. Il n'est pas là, son père, dans le quotidien. Donc, si vous voulez, c'est peut-être justement un éducateur, un homme peut il peut être un peu le tiers. Donc, tout ça à expliquer, vous voyez, il peut y avoir une alliance thérapeutique faite avec vous. Bon, mais c'est comme ça que je le voyais au départ. Et en fait, le fait que c'est tourné comme ça, de cette manière un peu abrupte, sans même nous dire, voilà, on va faire des commissions et tout. Moi, j'ai jamais compris ce qui m'arrivait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, je leur ai demandé, je leur ai dit, mais attendez, je suis venue vous demander de l'aide. Et elle me dit, oui, mais vous avez refusé la mesure éducative. Je dis, je n'ai rien refusé du tout. C'est moi qui a démarré, qui a fait un appel à une demande d'aide. Elle m'a dit, j'ai refusé. On avait refusé, on n'a rien refusé du tout. Et en fait, il était prévu qu'il aille en internat, mais le problème, c'est qu'il était très très loin de notre lieu d'habitation et qu'il arrivait 1 heure en retard sur son programme. Donc on ne pouvait pas se permettre qu'il arrive 1 heure en retard, surtout que les résultats n'étaient pas très bons. Bien sûr. Alors maintenant, les résultats remontent sur ce trimestre, mais tout est cassé. Et moi, il me l'a dit, mon fils, il m'a dit, mais maman, de toute façon, t'es allée te plaindre. Alors maintenant, oui, alors en plus, il vous voit comme si vous vous plaignez. Bon, je crois qu'il faut parler de ça, dire non, je suis pas allée me plaindre, mais dire que bon, actuellement peut-être la relation est un peu compliquée entre nous, donc plutôt essayer de voir comment on peut être un peu retrouver un terrain, un dialogue entre nous, un échange. Vous voyez, que ça soit pas perçu comme vous qui allez vous plaindre de lui. Il y a Michel qui est avocat qui me dit c'est une procédure normale suite à un signalement. Le juge doit vérifier s'il y a la nécessité d'une AEMO, c'est-à-dire action éducative en milieu ouvert. Rien de répressif, mais préventif et aide éventuelle, dit Michel. Par contre, l'article qui est sorti sur la convocation, c'est un article où c'est marqué prévention de maltraitance et tout ça quand même. Non, alors... Mais bien sûr, le juge pour enfants intervient aussi dans ces cas-là où il peut y avoir des cas de maltraitance. Mais c'est, si vous voulez, justement, quand il va vous recevoir et faire le point avec lui, il va voir que c'est un adolescent qui est dans une crise d'adolescence. Donc, ça se trouve, il ne jugera même pas utile de mettre une AEMO et vous dira simplement, écoutez, madame, ce qui serait important, c'est que votre fils soit peut-être suivi sur le plan psychologique. Ouais. Vous voyez, ça peut simplement être cela. Parce que vous savez, les juges pour enfants ont déjà des dossiers tellement importants que ça se trouve, ça sera simplement cela. Alors, il y a le subversif qui nie plus finalement en tant que la personne de la mère, c'est-à-dire que c'est pas vous en tant que mère, mais ce que vous représentez aussi. L'image de la mère sera vécue comme castratrice. Plus la défiance et la violence ça vivra. Donc peut-être par rapport à ce que je disais d'imposer des limites strictes, au fond peut-être plus selon lui, votre fils risque de s'opposer encore plus à vous parce que toujours selon le subversif, cette rupture forcée, puisque c'était les vacances, a pu être vécue comme une castration. Donc et que vous incarnez, puisque au fond
à vos dépens, oui, il fallait bien rentrer de vacances et comme si vous étiez celle qui empêchait de vivre cette relation amoureuse, puisque c'est vrai que la première histoire d'amour pour un adolescent, c'est le premier processus d'autonomisation. Et pourtant, je l'ai laissé vivre. Mais bien sûr, Marie, il s'agit pas de cela. Là, on est je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Mais lui, bon, vous savez bien que l'adolescent, il se construit aussi en s'opposant. Donc au fond, lui, son histoire d'amour s'écroulait. Et puis on retourne chez maman. Et puis là, oui, vous l'élevez. Vous êtes aussi obligé de poser des limites. Et puis, c'est ça. Et c'est pas aussi comme si vous étiez en couple avec son père, tous les deux, à être deux. Là, vous incarnez, vous avez le mauvais rôle, entre guillemets. Oui, c'est vous qui, au quotidien, voyez, tout repose sur vous. Oui, c'est ça. Quand on est tout seul à élever, on assume tout, aussi le mauvais rôle. Oui. On va accueillir, il y a Camille qui est avec nous au 39-21. Je vous propose qu'on l'accueille tout de suite. Bonsoir Camille. Bonsoir Caroline. Bonsoir Marie. Je me permettais d'intervenir parce que j'ai été un petit peu amenée à être dans la même situation que Marie. Oui. Et en fait, je pense que il faut pas que quand j'ai été convoquée chez le juge, j'étais un petit peu comme vous, paniquée, etc. Et je me suis rendu compte que ça a été très positif parce que elle avait les mots exacts pour parler à mon enfant, à mon fils. Et elle lui a fait, tout en étant calme, elle lui a fait peur. C'est-à-dire qu'elle lui a dit certaines choses qui l'ont marqué. Mm-hmm. Et je crois que il n'a pas eu de suivi ensuite, mais elle lui a donné des limites. Elle lui a dit, je te préviens, je veux plus entendre parler de toi. La prochaine fois, là, vraiment, je me fâcherai très fort. Mais il y a eu toute une discussion qui a duré un certain temps, après avoir eu un entretien avec un éducateur spécialisé. Et je crois que les deux réunis ont fait que mon fils a pris conscience que il y avait les limites commençaient à venir. Oui, et donc je crois que c'est quand même des gens qui sont très bien formés et qui ont les mots qu'ils font pour que ça fasse tilt à votre fils. Mm-hmm. Donc c'était un garçon aussi que vous oui, moi j'avais un garçon qui était un peu plus âgé et qui faisait des grosses bêtises. Mm-hmm. Et donc il a été amené on a été amenés tous les deux, puisque moi aussi je suis séparée, à passer devant le juge après avoir eu un entretien avec un éducateur qui avait fait un petit bilan au juge. Oui. Et c'est vrai que mon fils prenait ça d'un air un petit peu décontracté, etc. Oui, et quand il est ressorti, il était moins décontracté. Il a compris que il y avait des limites. Et elle a très bien su parler, nous parler et lui parler. Et à un moment, elle a levé la voix, elle lui a dit maintenant, je te préviens, je veux plus entendre parler de toi, parce que là, les limites seront dépassées. Et ça deviendra plus important et plus grave. Mais je pense que, voilà, ce que je voulais dire, c'est que je pense que ça peut que lui faire du bien, et peut-être vous rassurez-vous, parce que elle va avoir un discours pas du tout culpabilisateur vis-à-vis de vous, parce que qui n'a pas eu de problème avec quand on est seul avec un garçon, et en même temps lui il va sentir quand même qu'il y a une autorité, et que cette autorité, on peut pas y passer outre. C'est-à-dire que là il y a un dossier. Merci Camille de votre témoignage, merci, parce que c'est vrai qu'on se sent vraiment seul à des moments, vraiment. Voilà, on se sent, et franchement moi je suis ressortie presque plus apaisée, et en même temps j'ai senti que lui par contre avait pris conscience que il pouvait plus faire n'importe quoi, parce que il y avait un dossier, que elle l'avait averti il y a un moment où on peut pas aller plus loin dans les bêtises ou dans ce qu'on peut faire. Tout à fait, parce que en plus la position de mère, le problème c'est qu'on est très protectrice, et en même temps on voit qu'ils se mettent en danger, donc on essaye de
de les aider, et en même temps on s'aperçoit qu'ils renvoient tout ce qu'on leur dit, et du coup on dit mais c'est pas possible, ils vont droit dans le mur. Et oui, c'est compliqué, mais oui, justement on est seul, donc on a une certaine culpabilité. Moi, je reconnais. En tout cas, vous avez dit beaucoup de choses, et c'est pour ça que c'était important d'entendre votre témoignage, Camille, parce que c'est du vécu, et je crois que c'est ce qui pouvait le plus réconforter Marie ce soir. Merci beaucoup, Camille, pour votre intervention, et j'espère que vous voilà un peu beaucoup rassurée, ma chère Marie. Au revoir. Ensemble et en direct, bien entendu, jusqu'à 1h sur Europe 1, puisque Taratata commencera après à 1h. Voilà, donc jusqu'à 1h, vous pouvez appeler le 3921 pour tous vos témoignages. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne par courriel sur le site europe1.fr. C'est ce qu'a fait Géraldine qui était présente hier et qui m'écrit un petit courriel suite au témoignage de Marie qui s'inquiétait au sujet de son fils de 15 ans, et notamment par rapport à ce rendez-vous avec le juge pour enfants. Et Géraldine nous dit: il n'y a pas de mouvement de haine sans qu'il n'y ait d'amour, ce sont les deux faces d'une même pièce. L'absence de tiers rend le processus de séparation plus laborieux, car le tiers permet d'apaiser les tensions entre une mère et son fils. Peut-être l'intervention d'un autre, tel l'éducateur, peut-il être discuté avec votre fils? Trouvez ensemble un moyen d'apaiser ce lien. Puis il y a Olivier qui nous envoie un SMS au 7 21 21 qui dit: ce qui peut aussi aider votre ado, c'est de pratiquer régulièrement un ou plusieurs sports pour canaliser son énergie, ce qui n'empêche pas un travail psychologique si besoin est. C'est ce que dit également Amanda de Corse qui dit: tenez bon Marie, et qui ajoute un soutien psychologique pourrait également lui faire du bien. Et puis des courriels qui arrivent encore. Marie-Noël qui était également présente hier à cette soirée anniversaire, qui dit: ce fut un moment riche en émotions. Et Marie-Noël qui nous écoute fidèlement depuis 9 ans, et elle dit merci également beaucoup à Justin, Quentin, Asiba et Fifi pour l'organisation aux petits oignons. Elle dit un remerciement et un clin d'œil tout spécial à Justin, qui a eu la grande gentillesse de me laisser apercevoir l'envers du décor quand je vous disais que le charme ravageur de Justin opérait. Ouais. Moi qui voulais le garder pour moi, il a fallu que je le partage un peu. Mais enfin, heureusement, tout le reste du temps, je ne l'ai que pour moi. J'ai Fifi aussi. Quand je vous dis, je suis super bien entourée. Il y a également Huguette et Plume. C'est son petit chat, sa petite chatte, qui dit heureux anniversaire pour cette dizaine, pour vous et pour l'Ardennais, Fifi, et pour toute votre équipe. Voilà, Huguette et Plume. Camille Nousset qui dit: je vous écoute depuis le tout début de votre antenne. Merci à vous et à tous vos intervenants qui m'ont souvent réconforté dans des situations bien difficiles. Michel de Courbevoie qui était présent hier et qui s'est éclipsé avant même qu'on ait pu échanger quelques mots, alors, qui m'a offert un magnifique bouquet de roses. J'ai juste eu le temps de lui dire merci. Michel qui avait de magnifiques yeux bleus, et voilà, j'ai
même pas eu le plaisir d'échanger quelques mots avec vous, cher Michel. Je ne sais pas si vous êtes à l'écoute, mais j'aurais bien aimé échanger quelques mots. C'est vrai que la soirée s'est prolongée tard et vous étiez peut-être pressé de rentrer. Et bon, dommage, ça sera peut-être pour les 20 ans. Allez, on va accueillir tout de suite Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vous appelle au sujet des problèmes auxquels on s'oppose dans cette France, malheureusement. Des problèmes liés aux appartements quand on est dans la rue avec un enfant. Oui, qu'est-ce qui vous arrive? C'est compliqué puisque je suis avec ma femme et son enfant et on se trouve à la rue et on n'arrive pas à trouver d'appartement. On se heurte à toujours la même problématique du logement qu'on n'arrive pas à avoir. Faute de moyens, faute de garants. Mais quand vous dites que vous êtes à la rue, c'est-à-dire à la rue, vous ne vivez pas dans la rue quand même? Si, j'ai vécu pas mal d'années dans la rue avant de rencontrer Corinne, ma compagne. J'ai vécu pendant 11 ans dehors. Là, on est actuellement hébergé dans un centre d'accueil d'urgence à Grenoble. Oui. Mais c'est quand même une situation assez bizarre parce que avec un enfant. Et quel âge a votre enfant? Il a 4 ans et demi. Donc, c'est insupportable avec un enfant. Déjà pour un adulte, c'est insupportable, mais. Le fait de voir tous ces gens qui sont dans la misère, pour lui, c'est quelque chose qu'il comprend pas forcément d'un coup. Hein. Et depuis qu'il est bébé, vous êtes avec lui dans des centres d'accueil d'urgence? Disons que sa mère c'était que j'ai rencontré il y a pas très longtemps, et du coup, elle était hébergée de droite à gauche. Toujours avec la même problématique de ne pas pouvoir trouver un appartement, donc c'est le yo-yo, quoi. Toujours trimballer d'un coin à l'autre et puis sans avoir de résultat à chaque fois. Vous n'avez pas d'emploi ni l'un ni l'autre? Non, on a une rente qui peut nous permettre, qui peut nous prétendre normalement avoir un appartement, mais... Une rente, c'est-à-dire? Une pension. Une pension... Une pension d'invalidité. Une pension d'invalidité. Non, oui. On a tous les deux une pension d'invalidité et même avec cette pension, on nous dit que c'est pas possible qu'on ne touche pas. Ça veut dire que à vous deux, vous percevez combien? Presque 1 400 euros. Écoutez, à 1 400 euros, vous ne pouvez... écoutez, vous pourriez avoir un logement. Oui, non, mais on a visité plusieurs appartements, enfin, la moyenne du salaire en France, il est de 1 200 euros et... 1200, ouais. Mais pourquoi pourquoi on vous répond que vous ne pouvez pas avoir d'appartement? Parce que pour eux, c'est pas garant, c'est pas un revenu, une pension, voilà. Vous avez un revenu fixe. Oui, mais c'est le problème, c'est la dernière personne à laquelle on a visité un appartement qui nous a envoyé balader en nous disant que c'était pas suffisant pour elle, alors que le loyer était de 600 euros seulement, quoi. Donc, résultat, ça nous a relancé à la case de départ. Mais et au niveau des services sociaux de votre mairie? Le problème, c'est que même dans ma propre ville de naissance, je suis allé demander pour un appartement. On m'a dit, on peut rien pour vous, ça fait des années que vous n'êtes pas venu, donc voilà. Que vous n'êtes pas venu, et alors, ça, c'est pas une réponse, ça? Oui, je sais, mais c'est la seule réponse qu'ils ont daigné me donner. Puisque moi, je suis enfant de la DAF, donc normalement, je peux prétendre avoir des aides de l'État, mais l'État, il en fait rien. Donc moi je me heurte à des murs et j'aimerais bien que ma situation et celle de ma compagne qui évolue, parce que c'est pas en stagnant qu'on arrive à faire des choses. Pas comme ça qu'on peut... Je sais que c'est un peu une position... je me mets un peu dans une position conflictuelle, enfin je sais pas, c'est... Moi, j'essaie de demander d'aide, en fait. J'essaie de frapper à toutes les portes. Parce que là, en fait, quand vous cherchez un logement, vous vous adressez à des particuliers actuellement? C'est un peu mieux près des particuliers, puisque le particulier il est un peu moins regardant qu'une agence. Oui, les agences, c'est terrible.
Il vous demande de multiples garanties, ça c'est certain. Mais alors il y a des particuliers aussi qui vous demandent de multiples garanties. Mais je veux dire, normalement, les services sociaux devraient. Je comprends pas bien la réponse qu'ils vous font quand ils vous disent ça fait des années que vous n'êtes pas venu. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Que vous n'êtes pas venu pourquoi? Il y a un reproche par rapport à quoi? Que vous n'êtes pas venu? Le reproche aussi, c'est de ne pas vivre dans la ville dans laquelle on va demander où on veut s'installer. Ah oui, mais ça c'est normal, c'est sectorisé en même temps. Oui, mais même être en SDF, on nous balade comme des balles de ping-pong. On dit, il faut. Oui, vous êtes tributaire, voilà. Ouais. Et oui, vous ne pouvez pas, vous ne savez pas finalement où faire une demande. Donc du coup, et oui, c'est tout le paradoxe, bien sûr. Et on nous demande toujours des tonnes et des tonnes de papier qu'on peut jamais fournir malheureusement parce que c'est dans la rue, c'est pas un cadeau, hein. C'est entre les pickpockets, les vols, vous faites pas de dessin non plus, hein, vous êtes au courant de l'actualité. Donc c'est pas évident de pouvoir survivre sans coup de main. Oui, parce que le paradoxe, c'est que effectivement, vous devez, pour faire une demande de logement social, être dans une commune précise, mais vous, étant, comme vous dites, SDF, vous êtes tributaire, vous êtes dans différents centres d'hébergement. Donc, vous pouvez pas dire, c'est dans telle ville. C'est là où on vous proposera un logement social. Donc, c'est n'importe quoi. C'est le serpent qui se mord la queue. Oui, mais c'est malheureusement la vie qu'on mène, nous, ces gens-là. On se heurte toujours à des murs. Oui, mais quand même, avec un petit enfant, vous devriez être prioritaire. On ne laisse pas un enfant vivre dans des conditions d'aussi grande précarité. Même si malheureusement, je crois que le nombre d'enfants en situation précaire, c'était 1 million. Je crois que je crois que le chiffre a encore augmenté d'enfants qui vivent dans des conditions de pauvreté aujourd'hui en France. Mais c'est insupportable et vous n'avez pas demandé, parce que c'est à la limite, c'est même plus au niveau maintenant des services sociaux, c'est demander à rencontrer quelqu'un, au niveau sur un plan politique, le chargé de. Oui, mais le problème c'est que une personne aussi signifiant que moi dans mon statut, on va me refuser toute demande ou toute requête. À mon niveau, je peux rien faire moi. Parce que on va dire que on nous considère étant rien du tout, même si on est quand même quelque chose, mais on nous considère comme une. Et pourquoi pas attendez, écoutez, Frédéric, et pourquoi pas vous êtes un citoyen, vous votez? Non. Je n'ai jamais voté. Oui, après tout, vous pouvez voter. Vous pourriez voter. Oui, je pourrais, oui. Pour un politique, vous êtes intéressant. Ouais. Excusez-moi ce cynisme, mais vous voyez. Oui, j'y arrive. Donc, et puis, et au-delà de ça, il peut y avoir aussi quelqu'un qui, humainement, peut être touché par votre situation. Oui, mais c'est peut-être aussi le fait de mon appel aussi, avec une grande espérance qu'il y ait un petit peu de cœur encore dans ce monde, dans cette France. Et un petit peu aussi la demande de donner un petit peu de bonheur à cette famille qu'on est. Voilà. Vous vous trouvez où actuellement? Là, on se trouve actuellement au foyer d'accueil municipal de Grenoble, qui s'appelle le CAM. Et vous y êtes depuis combien de temps? Depuis 1 semaine maintenant. Et vous restez combien de temps en moyenne dans ces centres? Il n'y a pas de temps défini, donc on peut très bien se retrouver dehors la semaine prochaine ou dans 1 mois. Vraiment, il n'y a pas de temps prédéfini pour les hébergements. Donc c'est encore plus compliqué d'arriver à gérer tout ça. Et vous n'avez pas de famille de votre côté ou du côté de votre compagne? Non, ma compagne, sa famille, c'est aussi assez conflictuel puisqu'elle a eu pas mal de problèmes et du coup, elle s'est totalement détachée et elle s'est retrouvée aussi dehors comme moi et elle a passé 11 ans aussi à errer, à chercher une solution qui n'a jamais été trouvée.
Donc en fait, on se complète un petit peu. Et l'un comme l'autre, vous ne pouvez pas aujourd'hui, vous avez quel âge, Moi, j'ai Frédéric? 33 ans, moi. Et l'un comme l'autre, vous ne pouvez pas envisager vous me parlez de pension d'invalidité, il n'est pas possible d'envisager de chercher un travail? J'ai contacté des associations du type Solidaction qui sont des associations de réinsertion, mais les places, comme vous le savez, sont très chères. Il y a des demandes, des listes de demandes. Donc, puis il n'y a pas partout non plus des associations qui sont prêtes à accepter des couples. Voilà. Donc, c'est pas évident. Alors il y a le Trublion qui me dit vous avez droit à l'aide au logement APL ou à l'AL, allocation logement. Moi j'en ai un avec une AAH de 820 €. Vous pouvez faire une demande de logement social. Et puis il y a Pierrot qui dit normalement en allant voir les offices HLM vous serez prioritaire. Il y a des aides qui peuvent payer les cautions, il faut se renseigner, persévérer sur les listes HLM, ne pas oublier de renouveler chaque année. Il y a Eridan qui dit comment se peut-il que les services sociaux soient autistes à ce point? Je suis outrée. Il y a Cathy qui dit c'est vrai que le logement est un véritable problème, cette situation est intolérable. Il y a Olivier qui me dit il y a 100 000 mineurs dans la rue en France. Ce chiffre me paraît énorme. Il y a Petite Plume qui me dit en tant que prestataire de l'AAH et avec un enfant de surcroît, vous devriez être prioritaire dans les centres. Vous devriez être prioritaire. Les centres d'hébergement sont complètement inadaptés à un petit enfant. Il y a Cathy qui dit les pensions n'étant pas imposables, elles ne sont pas considérées comme un salaire. Et puis tout le monde dit avec un enfant vous êtes prioritaire. Donc c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ces centres, il doit y avoir très peu d'enfants. Malheureusement, je vous dirais le contraire, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants dans ces... Beaucoup, en ce moment où je me trouve dans cet accueil municipal, il y a beaucoup de familles de Roms et beaucoup de familles aussi français qui arrivent et donc ça bloque un petit peu toutes les solutions qu'il peut y avoir en fait. Donc, mais je suis conscient que tant que j'aurais pas vu une action sociale qui me rattachera, enfin tant que je ne serai pas rattaché à un secteur pour une action sociale, je ne pourrais prétendre à rien du tout. Ça, j'en suis bien conscient. Il y a un message qui dit il faut ouvrir un dossier à la mairie en précisant l'endroit où vous souhaitez vivre et renouveler la demande. Mais je crois que ma compagne a déjà fait ça. C'est vrai qu'il y a un vrai problème de logement qui est insupportable. Mais ce qui est fou, c'est la situation. Enfin, ce que vous décrivez, vous avez 1 400 € par mois, quoi. Ouais. Alors, et en plus en province, enfin c'est donc vous devriez, je veux dire avec 1 400 €, vous avez largement de quoi vous loger. C'est surréaliste votre situation. Oui, là on a visité un appartement, un petit studio qui était tout à fait meublé et le loyer était de 600 € et on nous a donné les justificatifs qu'elle nous demandait là. Et au résultat, elle nous a dit que non, on touchait pas assez d'argent et que avec 1 400 €. Ouais. On va accueillir Diane qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Diane et merci d'être avec nous. En fait, voilà, je suis très émue par cette situation. Moi, je suis militante droit au logement depuis 95. Ce qui peut sauver ce monsieur, c'est de s'adresser à quelques associations, type Secours catholique ou des choses comme ça, ou aux captifs La Liberté, de faire une domiciliation. Cette domiciliation, le fixe lui permet de recevoir son courrier, d'avoir une attache, et de là, il peut faire une demande de logement comme toute autre personne. Bon, moi, je suis du droit au logement, l'association à Paris, mais on a des antennes partout, il y a la Fédé, il peut s'adresser, il peut faire constituer un dossier chez nous, et de là, il rentre dans un processus de lutte et de relogement définitif. Vous faites, on m'a parlé dans le cas, à ce moment-là, vous faites partie du droit au logement ? Tout à fait, l'association. D'accord. Oui, c'est ce que je pensais, effectivement, là, vraiment, des situations comme celle-là, il faut contacter le DAL, quoi. Il faut contacter le DAL. Vraiment, hein, c'est... On n'a pas de baguette magique. Non, mais j'imagine bien, vous avez des... Enfin, mais la situation est posée en termes de droit.
Et la personne, à la fin, elle est relogée. Mais il ne peut pas rester à la rue, parce que s'il reste à la rue avec un enfant, l'enfant, on va le lui placer, tout simplement. Vous comprenez? Moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Je milite et je reçois des familles tous les samedis après-midi, depuis 95. Moi, c'est la seule chose qui peut l'aider. Je suis tapé à plusieurs portes, notamment l'Oreille du Cœur à Grenoble. Vous avez tapé assez de portes. Des tribulations, je sais ce que ça veut dire. Tous les militants du droit au logement, c'est des gens qui ont connu des tribulations de logement. Moi-même, j'ai élevé un enfant toute seule. Mais j'ai toujours réussi à sauver la face d'une manière ou d'une autre. Ceci dit, la chose que vous devez faire d'abord, c'est de vous adresser à une association quelconque qui vous fasse une domiciliation. Ça veut dire votre courrier, vous le recevez chez eux. Vous comprenez? Oui, ça oui. Et là, vous rentrez ça vous donne un droit. Vous recevez votre courrier chez eux. Vous faites votre demande de logement. Tout le monde a le droit de faire une demande de logement dans n'importe quelle mairie. Vous dites sinon, il y a un risque dans ces situations-là que les enfants soient placés. Le voir placé. Et j'en ai connu des familles comme ça. Mais c'est justement pour ça qu'on se bat, pour pas que ça arrive. Bah oui, pour que ça arrive pas, il faut que vous ayez une attache, une domiciliation, une adresse. Oui, parce qu'il y a Jean qui me dit ce cas est prioritaire au niveau des offices HLM. Il faut prendre rendez-vous avec un élu. Voilà. Oui, en mairie, les revenus sont insuffisants pour le parc social, dit Jean. Ça suffit pas tout ça. Ça suffit pas. Parce que le logement social, c'est un enjeu. On veut pas le donner. On le donne pas facilement. C'est pour ça qu'une association comme nous et comme d'autres. Oui, mais c'est vrai que vous faites c'est ça malheureusement. Heureusement qu'il existe des associations comme le droit au logement et comme d'autres, parce que c'est un vrai enjeu et qu'il y a il y a beaucoup. C'est une vraie lutte. Il y a à se battre pour ça. C'est inadmissible que des gens. Il y a tellement en plus de logements vides, de logements inoccupés. C'est vraiment. Je comprends votre combat. Est-ce qu'il y a des antennes? Est-ce qu'il y a des antennes en province? De Paris, il doit en avoir. Il est à Grenoble. Oui. Il faut se renseigner. Moi, je connais que Paris, mais on a toute la fédération. Il faut se renseigner où est-ce qu'il y a une antenne droit au logement sur Grenoble. Et il s'adresse à eux. Vous pouvez éventuellement vous renseigner, nous donner en antenne? Je peux essayer de me renseigner demain après-midi et je peux passer un coup de fil aussi. Je vous remercie beaucoup, Diane. Merci, Diane, de cet appel. Voilà, parce que moi-même, j'ai eu le cas de quelqu'un qui était sans domicile fixe. J'en ai fait mes filleuls à la Républicaine. Oui, je comprends. Et il a eu son logement. Merci, parce que je crois qu'effectivement, dans ces cas-là, quand ça bloque autant au niveau des structures, je crois qu'il faut aller vers des associations qui se battent becs et ongles pour qu'il y ait, comme vous dites, ça pour son nom, un droit au logement, quoi. Pas laisser des situations comme ça inadmissibles, intolérables. Et heureusement qu'il y en a aussi. Oui, mais c'est évident, sinon vous n'aurez pas votre logement. Oui, ça, je suis bien conscient que tout seul... Vous accrochez, monsieur. Oui, mais je m'accroche. Accrochez-vous, vous l'aurez votre logement. Merci beaucoup, Diane. Merci, et donc tenez-nous au courant. Demain, on ne sera pas là, mais rappelez-nous à ce moment-là, lundi, on va transmettre, d'accord? Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci, Diane. Au revoir. Il y a également Eliane qui nous a téléphoné en disant qu'il y a l'association Saint-Vincent-de-Paul qui aide à héberger les gens, qui se porte garant, qui aide à reclasser les gens. Eliane qui a l'adresse à Paris, mais elle dit qu'il doit y avoir des antennes en province. On va vous donner l'adresse. Eliane, vous êtes là? Bonsoir, Eliane. Oui, bonsoir, Carly. Bonsoir. Oui, effectivement, j'avais fait la connaissance d'une dame qui louait des studios, des petits appartements, par charité, par l'intermédiaire de cette association. Donc, il y a une personne qui est une personne référente, qui suit les gens qui logent. Donc, ce sont des logements qui sont loués à bas prix. En échange de quoi, je crois que les propriétaires sont exonérés d'impôts sur leur loyer. Et donc, ça peut être très intéressant. Il y a tout un suivi en plus. Ils ne sont jamais laissés seuls. Et il y a une personne référente qui va visiter les personnes quand... Là, c'est différent. Il a une pension d'invalidité. Mais lorsque les gens sont sans travail, ils leur trouvent du travail. Et ensuite, ils les suivent. Ils vont leur rendre visite pour s'assurer qu'ils tiennent bon, quoi. Voilà. Donc moi je sais qu'il y avait cette association qui était près de Saint-Germain-des-Prés à Paris et j'imagine qu'ils doivent avoir des antennes en province.
C'est ça. Si vous avez des infos, Donc vous pourrez vous nous avez donné les coordonnées, on va les transmettre à Frédéric. Je vous remercie infiniment, Eliane, parce qu'on va les transmettre. Vous nous avez tout donné, l'adresse et le numéro de téléphone que l'on va transmettre à Frédéric. Alors ils ont peut-être changé de téléphone. Oui, mais on va faire une vérification du numéro. Je crois que c'est très intéressant parce qu'il y a tout un suivi ensuite. C'est ça, on va transmettre à Frédéric hors antenne de façon à ce que, en appelant le centre à Paris, il puisse savoir. Déjà, si vous dites il y a des antennes en province à Grenoble, on peut penser Saint-Vincent-de-Paul est une très grosse structure, et qui puisse l'aider. Donc entre le droit au logement Saint-Vincent-de-Paul et merci beaucoup. Eliane, de votre aide. Et puis je crois aussi que les compagnons d'Emmaüs ont des centres où ils logent les gens. Oui, mais pas les familles. Malheureusement, non. Les enfants sont interdits dans les centres d'Emmaüs. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est interdit ? Les enfants. Les enfants. Écoutez, sur je ne sais trop quelle île, en face de la machine de Marly, il y a un centre des compagnons d'Emmaüs. J'étais passée me promener et j'avais vu des enfants. Oui, mais la différence, c'est que Paris et la province, c'est pas pareil. Ah, ça c'est possible. Ah oui, peut-être. Bon, on va voir. Il faut se renseigner là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, Eliane. Merci. Au revoir. Bon courage. Et on accueille Nicole également. Bonsoir, Nicole. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, je vais peut-être aller dans le même sens qu'Eliane, là. Mais voilà, j'écoute de temps en temps RCF avant de vous écouter le soir. Et il parle souvent, donc, des villes de Lyon et de Grenoble. Et je pense que le plus facile serait peut-être pour ce jeune monsieur de contacter le secours catholique, qui lui donnerait immédiatement, justement, les coordonnées de ces associations qui, effectivement, font tout pour loger des couples avec enfants, les suivent, ont des pistes de logement, et voilà, ça va dans le sens de ce que dit Eliane. Oui. Et je crois que donc ce jeune monsieur pourrait très vite avoir les renseignements en se rendant au secours catholique, qui connaît toutes. Oui, parce que ça, le secours catholique, il y en a effectivement dans toutes les villes. Oui, et ils connaissent donc association. Par contre, je m'excuse. Oui, Frédéric. Pardon, je m'excuse de dire ça, mais c'est pas une question de racisme, mais le problème, c'est qu'on met des priorités à des gens qui sont étrangers. Ah non, alors au contraire, vous êtes étranger. Non, mais à Grenoble, c'est... Je pense pas, quand même, Frédéric. On ne donne pas la priorité aux étrangers, je crois pas. Je peux vous dire que non. Puisqu'on a déjà fait des demandes dans plusieurs associations aussi qui prétendent donner des appartements, moyennant financier quand même, mais et si jamais c'est toujours la plupart des gens qui ont, c'est des étrangers. Je suis vraiment désolé d'en arriver là à dire ça. Mais... Écoutez, je pense pas. Il y a peut-être effectivement dans les centres d'hébergement que vous rencontrez, comme vous dites, des gens qui sont qui sont étrangers et que vous côtoyez, donc vous avez l'impression qu'on trouve des solutions. Mais de dire qu'on leur donne la priorité. Là, je pense que vous faites un amalgame, Frédéric. Ah oui, et d'ailleurs... franchement. J'avais entendu un reportage, d'ailleurs je crois que c'était sur Grenoble, où l'on entendait parler justement des jeunes couples avec des enfants, et il n'était pas question de donner la priorité aux étrangers, c'était vraiment selon les situations. Et là je pense que en allant voir le secours catholique qui l'aiguillonnerait éventuellement vers justement Saint-Vincent-de-Paul, etc., il aurait de grandes chances de trouver par leur intermédiaire quelque chose, sans aucune discrimination de quelque Bien part. sûr, on aide effectivement les personnes, quelle que soit leur situation. Merci beaucoup, Nicole. Eh bien, écoutez, il y a également quelqu'un qui me dit les propriétaires exigent malheureusement souvent, malgré ce qui a été décrété par le gouvernement, que leur futur locataire ait comme revenu mensuel 3 fois le montant du loyer. C'est grave. Donc, on espère, Frédéric, avec
les conseils donnés entre l'association Saint-Vincent-de-Paul, le Secours catholique, le droit au logement, en prenant contact avec ces 3 structures, votre situation personnelle va bouger. Il y a Guy qui dit c'est une honte de nos jours de trouver des gens à la rue avec des enfants. J'espère que tous ces conseils vont vous permettre de faire en sorte que votre situation évolue. Bon courage à vous, Frédéric. Ne raccrochez pas, on va vous donner toutes ces coordonnées. Je vous remercie bien pour votre aide et merci beaucoup pour votre émission. Au revoir, Frédéric. Au revoir. Sublime chanson, Ton héritage, Benjamin Biolay. C'est vrai que ce sont les hasards de la programmation musicale, mais à travers le témoignage de Frédéric, nous évoquions malheureusement ces enfants dans la précarité, dans la misère sociale et ces paroles finalement de Benjamin Biolay évoquant l'enfance viennent nous montrer à quel point il y a des enfants qui sont dans des situations d'injustice particulièrement cruelles. Eridan dit: ce témoignage montre à quel point notre système social est orphelin. Nous avons tous un ciel au-dessus de nous. Peut-être que nos toits nous coupent du ciel, de la conscience des autres, du cœur même du monde. Merci Eridan, vous m'avez laissé un très joli message sur le répondeur et malheureusement les messages étaient déjà partis au montage et je l'ai entendu mais on n'a pas pu le diffuser hier, mais sachez que j'ai été très touchée. Et puis merci à Christine aussi qui dit: après des hésitations de ma part et le trac, je vous souhaite un joyeux anniversaire pour vous et toute votre équipe, aussi à Fifi, le roi des manettes, parce que pour moi vous êtes comme un carré de chocolat, quand on y a goûté on ne peut plus s'en passer. Alors une pensée à toute la grande famille de la nuit. Guy aussi qui dit merci pour ces 10 ans, pour cette présence. Vous êtes un peu comme notre étoile de Noël. Et on va accueillir tout de suite Catherine. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, moi je vous téléphone pour vous parler de mon fils de 19 ans, avec qui la relation est très difficile. Donc, je vais vous expliquer vite fait quand ça a commencé. Donc là, pour l'instant, il est étudiant à Sciences Po à Grenoble. Et ça a commencé à se dégrader. Il est brillant. Il travaille bien à l'école. C'est un gamin qui travaille bien à l'école. Et le problème, c'est pas l'école, c'est à la maison. Donc le souci a commencé il y a 1 an et demi. Si vous voulez, j'ai 2 enfants, donc on est une famille très unie, on parle, enfin bon, voilà. Et puis au décès de mon père, ma mère est venue vivre à la maison parce qu'on voulait pas la laisser seule. Et entre-temps, mon fils a eu une petite copine charmante, vraiment délicieuse. Et là, il a commencé à ne plus vouloir parler. C'est-à-dire que je lui demandais des choses toutes bêtes. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Ta journée s'est bien passée? Et ben, c'était des insultes, des portes qui claquaient. Ça a été effroyable. J'ai jamais pu rétablir le contact, jamais. À pas manger avec nous, à s'enfermer dans sa chambre. Alors je suis allée le voir en pleurant, je suis allée le voir en criant, je suis allée le voir en discutant. Enfin, j'ai essayé toutes les méthodes pour comprendre. Alors l'année passée, il avait fait une première année parce qu'il a eu son concours de Sciences Po 2e année là en fin d'année. Mais l'année dernière, comme il avait échoué la première fois son concours, il était parti. Il a fait 2 semestres différents dans 2 facs différentes. Je l'ai encouragé, je lui ai dit écoute, c'est pas grave, il se plaisait pas, on a essayé de trouver des solutions. Je l'ai pas laissé tomber. Enfin, je veux dire, je suis pas je m'en suis pas désintéressée, bien au contraire. Bon, cette année, on était tous contents quand il a eu son concours de Sciences Po pour sa 2e année. Il y semble épanoui, mais voilà, je l'appelle au téléphone. Allô, qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas le temps. Allez, au revoir. Voilà. Et c'est constamment comme ça. Il est toujours avec cette jeune femme? Oui. Bon, d'accord. Oui. Bon, il marque ses limites, quoi. Il a sa vie, son jardin secret. Vous dites c'est radical. C'est à partir du moment où il a eu sa vie amoureuse. Oui. Hein, pour vous l'avez ressenti comme cela. Voilà. Pour moi, je l'ai ressenti comme ça. Il était proche auparavant
de vous? Puisque si vous en souffrez autant, c'est qu'avant, il était plutôt proche, j'imagine. Ah oui, c'est ça. Oui. Moi, j'avais un petit gamin, après un ado, qui était moins dissert que sa sœur, mais qui m'a foi raconté un petit peu ce qui se passe à l'école, qui racontait. Mais là, j'en suis à un stade où je ne sais même pas ce qu'il fait, les matières qu'il fait à Sciences Po, je ne sais même pas quand il y a ses partiels. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Oui, j'entends. Je vous pose la question parce que quand vous me dites, alors qu'est-ce qui s'est passé à l'école finalement, vous avez encore comme si c'était effectivement encore un enfant. C'est votre enfant, mais à qui vous adressez. Or là, quelque part, il a marqué dans par cette relation amoureuse qu'il entre au fond pour lui un peu dans le monde adulte. Hein. Je vais encore le redire, mais l'histoire d'amour, c'est parfois il est un peu en train, je vais le dire, c'est dit un peu rapidement, il coupe un peu le cordon. Alors, quand on a été très proche de sa mère, ça peut être un peu brutal. C'est une phase. Ça reviendra, Catherine. Vous croyez que ça va revenir? Oui, bien sûr. Là, pour le moment, il a besoin il est absorbé. C'est plutôt d'ailleurs, moi, ce que j'entends, c'est très constructif, hein, parce que finalement, votre fils, il va bien. Ah, mais lui, il va bien, oui. Oui, lui, il va bien. Parce que moi il qui est. va bien. Mais j'entends bien. Lui, il va bien parce que c'est un brillant étudiant. Sciences Po, et en même temps, il pourrait être complètement replié, justement être un rat de bibliothèque. Pas du tout. Il a une petite amie, donc il arrive à accumuler, à jouer sur tous les tableaux, c'est formidable. Mais il a toujours été comme ça. Hein. C'est formidable. Et même plus jeune, il a toujours été. Là, vous voyez, il est en coloc, il est avec 3 copains. C'est formidable, oui. Voilà, il va très bien, votre fils. C'est pour vous que c'est douloureux. C'est pour moi que c'est très douloureux. Mais ça l'a été véritablement, il y a 2 ans, quand ça a commencé, où il était violent avec moi, pas physiquement, s'entend bien, mais au niveau des paroles. Moi, j'ai fait de la dépression, je suis allée voir le médecin, il m'a donné des antidépresseurs, je pleurais tout le temps. Je sombrais c'était d'une violence inouïe pour moi. Oui, et alors ça doit être particulièrement, agresser votre fils, parce que finalement, au moment où lui veut prendre son autonomie, ça ne peut que le renforcer dans ce sentiment de vouloir, au fond, lui, il veut prendre son envol, et au moment où il prend son envol, vous vous écroulez. C'est-à-dire comme si tout votre équilibre psychique reposait sur lui. C'est-à-dire qu'au fond, c'est très culpabilisant pour lui. C'est difficile. Donc il ne peut, au fond, c'était pas son envol qui me faisait mal, c'était son absence de dialogue. Parce que oui, mais c'est un petit peu lié. C'est un petit peu lié, parce que au fond, il a besoin de s'affirmer, de s'affranchir, et de pas, je vais le dire un peu crûment, de pas rendre de compte. Je comprends. Mais oui, c'est pour ça que je vous le dis un peu crûment, parce que je sens que vous pouvez entendre. Bien sûr, mais bien sûr, il faut que justement moi je comprenne ce que moi je fais mal pour essayer de rétablir cette situation. Mais vous ne faites pas mal, vous avez mal, et du coup vous faites du mal. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut arrêter de vous torturer, parce que votre fils, il va bien, vous avez bien fait votre travail, Catherine. Vous avez fait en sorte que votre fils, il s'est bien construit, il s'est tellement bien construit que, je veux dire, il est bien construit dans sa tête, il est bien construit psychiquement, il est brillant, il est intelligent. Mais je veux dire, je vous dis, c'est pas un rat de bibliothèque. Il peut avoir une vie amoureuse. Il a des copains. Donc vous avez fait un super bon boulot. Bon, maintenant, oui, vous vous êtes beaucoup investi. C'est douloureux, forcément, cet échange, cette complicité. Oui, là, il y a une femme qui est rentrée dans sa vie. Alors, il est tout absorbé à cette histoire d'amour. Oui, donc, forcément, vous, la maman, vous êtes un peu déboulonnée de votre piédestal. Il y a une autre femme qui prend la place, mais ça reviendra différemment. Là, il
il est submergé par ses émotions, par cette histoire d'amour. Vous l'avez vécu, vous savez bien, quand une histoire d'amour arrive, déboule dans votre vie, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Hein? Oui, ça c'est humain. Mais est-ce que vous pensez qu'au fond de lui, il m'aime, il sait ce que j'ai fait pour lui? Mais bien sûr qu'il vous aime. Ah non, pas douter. J'en suis convaincue. Ça, c'est pas parti, ça. Mais bien sûr que c'est pas parti. Mais simplement, il vous aime, vous restez sa mère, il sait très bien tout le lien qu'il a construit avec vous. Mais là, bon, il y a cette femme dans sa vie là qui arrive là, et justement, vous, c'est ce qui est difficile pour vous, c'est à vous de vous dire, de vous apaiser et de vous rassurer. Bien sûr que votre fils vous aime, et donc il vous aimera, il continuera. D'autant plus, il y aura le lien s'apaisera d'autant plus que vous allez vous apaiser et prendre de la distance par rapport à ça. D'accord, donc il faut moi que je me raisonne. Que vous apaisiez, oui. Et alors, très concrètement, là par exemple, vous voyez cette semaine, bon, depuis le début de son année à Sciences Po, bon, chaque fois que je l'appelle, c'est qu'est-ce que t'as fait? Rien, comment ça va? Oui, mais vous arrêtez de lui demander. Voilà, alors, est-ce que là, par exemple, depuis lundi, je n'ai pas voulu le rappeler parce que si vous voulez, quand je raccroche, je me sens un petit peu, après, j'ai un peu d'amertume après. Oui. Donc, je n'ai pas appelé. Est-ce que vous me conseillez de ne pas appeler et d'attendre qu'il m'appelle? Oui. Oui. Vous le laissez vous appeler. Vous verrez, il vous appellera de lui-même. Laissez-le, là, il part un peu dans le monde. Je vais vous lire, parce que on me dit que on arrive à la fin de l'émission. Il y a, alors, des petits messages, il y a Coquillette de Lyon qui dit: votre fils se construit, il suffirait de lui laisser le temps pour qu'il revienne vers vous, plus fort, plus adulte, plus proche de vous. Et puis Isabelle qui dit: mais bravo d'avoir un fils autonome. Peut-être que votre lien à la grand-mère résonne sur quelque chose de moins libre. J'ai pas compris à la grand-mère, mais il y a le subversif qui dit: le petit a disparu dans le monde, mais rassurez-vous, le petit est devenu grand, il n'est pas perdu et il reviendra. Un peu de patience. Et puis First Lisa, il dit: c'est la prise d'autonomie, je connais la même chose. Brigitte qui dit: c'est rassurant qu'il s'accroche à ses études et une copine stable. Il prend une distance, se différencie avec beaucoup d'énergie, patience. Et quelqu'un dit: votre fils a besoin d'intimité, laissez-lui un peu d'espace et tout ira bien. Voilà. Bon. D'accord. Donc je vais essayer. Mais ça me fait du bien de l'entendre. Mais oui. Apaisez-vous. Vous avez vraiment fait du bon travail avec lui. Je vous embrasse, Catherine. C'est gentil. Au revoir. Merci beaucoup, Caroline, et une très très bonne soirée à vous et merci pour vos conseils. Merci, Catherine. Au revoir. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous allez dans quelques minutes retrouver Nagui avec Taratata. On avait Olivier, le patrouilleur, qui était avec nous, qui voulait nous parler. Je vois que Justin, je crois, est en ligne avec lui. Olivier, c'est partie remise, peut-être la semaine prochaine, si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas sur les routes enneigées, je serais ravie de vous dire quelques mots à l'antenne, de vous retrouver. On sera là lundi, bien sûr, avec toute la petite équipe. Encore merci pour tous ces messages pleins d'affection que vous nous avez adressés. Merci pour cette présence si chaleureuse. Un petit mot, du subversif qui dit à propos de Frédéric, qui cite Charles Péguy, qui dit: aussi longtemps qu'il y a un homme dehors, la porte qui lui est fermée au nez ferme une cité d'injustice et de haine. Très belle citation, malheureusement trop d'actualité. Je vous embrasse très affectueusement. Je vous dis à lundi. D'ici là, très bon week-end. Prenez soin de vous et restez à l'écoute. La nuit se poursuit en musique sur Europe 1 avec Taratata. Très belle nuit.